Bonjour à tous, nous sommes le 17 décembre 2024. Nous nous retrouvons pour ce cours d'hébreu avancé. On a déjà fait le deuxième oral, donc pour l'instant, jusqu'à présent, bonjour, c'est du plaisir. Finalement, on finit le semestre ensemble euh, en continuant à travailler sur le texte. Euh, alors, pour regarder le texte ensemble, je vais l'afficher à l'écran, euh, ici, voilà. Euh, donc on est toujours dans ce texte, c'est toujours Dieu qui donne des commandements à Moïse, et on lui dit, Pshor les rachés avot l'alviim, vechol hakohanim. On en était arrivé là. Donc, il faut interpréter pour les chefs donc des familles, des Lévites et de tous les prêtres. Et on en était arrivé là. Il faut prendre le texte ici, c'est ça, on est d'accord, hein, c'est là où on en était arrivé. Et donc, je vais faire un copier-coller du texte pour le mettre sur mon écran et qu'on puisse le taper ou je vais le retaper tout simplement. Si je peux faire un copier-coller, ça me fera gagner du temps. Alors, je vais regarder si ça fonctionne. Oui, c'est ça. Comme ça me permet d'avoir le texte directement là et de pouvoir le saisir. Alors, je vais juste faire un petit copier-coller rapide. Tac. Voilà. Très bien. Alors, qui veut lire le texte? Des candidats? Oui, Allez-y, mais on vous écoute. on avait déjà traduit ça, hein, je pense, hein. On avait déjà traduit ça, me dit-on? On était Oui, arrivé puisqu'il jusqu'où? y avait d'Ivray après qu'on avait discuté là, Ah oui, pardon. Alors, hein, merci de me rafraîchir la mémoire. d'Ivray Euh, à Torah. Ah, on avait été jusqu'à Sinaï à peu près, hein, de mémoire, hein. ah oui, c'est ça, Béar Sinaï. Très bien, très bien, très bien. Voilà. Vetivita et bnei Israël divrei à Torah, Asher tiviti otra, Béar Sinaï. On en était arrivé là. Béar Sinaï. Voilà. Ah, voilà, voilà, voilà. Très bien, très bien. Voilà. Merci de me rafraîchir la mémoire. Bon, pas si bien, comme ça nous fait des petites révisions. On va donc coller le texte qui suit. Donc c'est ça qu'il faut lire. C'est ça qu'il faut lire. Donc on vous écoute. Très bien. Alors on peut déjà vocaliser ça. Shva, le holem ici. Holem segol. Oui. Sheva. Ah oui. Segol. Ensuite segol. Patar. Holem. Ok. Très bien. Alors oui, effectivement, l'écran est un peu décalé parce que c'est un petit vidéoprojecteur que j'ai installé, petit vidéoprojecteur de fortune, comme on dit. Je vais essayer de le mettre là, peut-être, si ça va mieux. Parce que on n'arrive pas à faire fonctionner le vidéoprojecteur de la salle. Bon, voilà, on peut essayer de faire ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde est content avec ça? Ou bien vous avez d'autres vocalisations à proposer? Pour l'instant, il y a pas de vocalisation sur le tsadé là, sur le Alors, premier là. alors on me dit il n'y a pas de vocalisation sur le tsadé. Quelle est la vocalisation? Un cholem sur le tsadé. Donc on le met là, le olem. Le cholem, très bien. Donc ça fait les tso, et le deuxième vav, on en fait quoi alors?
Ah, moi, j'ai pas mis ça. Un shva sur le tzadé? D'accord, ok. Donc le deuxième, vav est une consonne. Donc letzvot, letzvot. Ok, alors, bah, il Ah, j'ai mis faut. l'Etsawot. J'ai mis un patar sous le tzadé. Alors on me propose sinon de mettre un patar sous le tzadé. Letzavot. C'est mieux? Oui? Alors, et un dagesh dans le vav. Oui, c'est ça. Il y a un dagesh dans le vav, d'accord. En fait, évidemment, il suffit pas de trouver quelque chose qu'on trouve joli, faut aussi le justifier, évidemment. Comment vous avez analysé ce mot? Infinitif construit. Infinitif construit PL. Oui, un infinitif construit, oui. Oui, d'accord, ok. Donc, donc effectivement, on a la racine ordonnée, ça va, qui est un verbe troisième faible, à l'infinitif construit. Alors, mais effectivement, si vous prenez l'infinitif construit, euh, comment dire, d'un verbe fort comme katal, pardon, et que, et quelle est la vocalisation d'un infinitif construit PL, c'est Catel. Alors, la question c'est le chem, effectivement, est-ce que c'est cal, est-ce que c'est. Si c'est du cal, C'est du cal, c'est Catel. l'infinitif construit, c'est shva et cholem, ktol, d'accord? Hein, Ah oui, au cal, pardon. voilà, au cal, c'est. Voilà. Donc, effectivement, ça explique pourquoi vous aviez mis au départ shva et cholem, en disant, bah oui, on prend la racine de ça va, et puis ça fait shva et cholem, voilà, tzvoy, quelque chose comme ça, troisième faible. On va se poser la question de ce que va devenir la troisième faible, mais en tout cas, c'est ce qui justifierait effectivement d'avoir une vocalisation shva. Euh, Ici, si on met un tsadé, si on met un patar sous le tsadé et un dagesh, c'est parce qu'on n'a pas vocalisé ça comme étant un kal. Donc ça va poser la question, effectivement, du shem. Kal, nifal, piel, poual, itpael, ifi, ilofal. Hein, il faut toujours choisir dans le verbe. Alors évidemment, euh, ça va dépendre de la racine, du sens, du contexte, etc. Ce verbe ordonné, en fait, est utilisé toujours au PL. C'est-à-dire, PL. là, il faut le savoir. Bon, si vous ne savez pas, vous pouvez regarder votre dictionnaire. Mais moi, ce verbe-là, on va regarder ça ensemble si vous voulez. Mais, dans mes souvenirs, il est utilisé très couramment Il euh, était déjà au PL au-dessus. au, Hein. au PL. Alors attendez, je vais regarder ça. Si je mets ça à l'écran, attendez, je vais voir si je peux vous le mettre à l'écran ici. Si vous regardez Kleins par exemple, et que vous regardez le verbe, ça va, alors en hébreu, ça va s'écrire avec un ré à la fin dans les dictionnaires, vous voyez, donc qui veut dire ordonné, bah voilà, vous l'avez tout de suite au pied. Donc ça, vous voyez, il faut savoir que, bon, bah c'est comme ça, hein, c'est un verbe qui se construit au pied. Alors, bon, on pourrait discuter de pourquoi il est au pied, pourquoi il n'est pas au cal, etc. Mais en tout cas, si vous retenez que ce verbe est au piel, bon bah du coup on sait que effectivement ce ne sera pas shva et cholem, mais il va falloir mettre un patar et un dagesh. Et donc c'est ce qui se passe ici, on met patar et dagesh. Alors ensuite vient le fait qu'il s'agit d'un verbe à troisième faible, et il faut se souvenir que pour les verbes troisième faible, prenez le verbe bana, souvent c'est le verbe qui est utilisé dans les paradigmes, bâtir. Quand il est à l'état construit, à l'infinitif construit, pardon, on lui met une finale haute. La troisième faible,
est remplacé par une finale hot, et donc bnot, le fait de bâtir, livnot, etc. Donc vous allez avoir en fait une finale hot ici, tzavot, qui voilà qu'on attend d'un verbe à troisième faible. Alors évidemment, ici en plus non seulement la troisième est faible, mais vous avez effectivement la deuxième radicale qui est un vav, qui est une semi-consonne. Donc ça nous paraît un peu bizarre parce qu'on se retrouve avec ces deux vaves écrits côte à côte, tzavot, et à vrai dire, le deuxième n'est qu'une mère de lecture, donc vous pourriez n'avoir qu'un seul vav. Vous pourriez le trouver écrit, voilà, ça vote comme ça, ce qui perturbe un peu les étudiants qui découvrent un peu l'hébreu, qui se disent attendez, ce vav, est-ce qu'il est consonne, est-ce qu'il est voyelle, puisqu'il y a un problème au-dessus. Voilà, donc ça se lit de sa vote. Voilà, donc les tsavot, c'est comme ça qu'il faut le vocaliser. C'est comme ça qu'il faut le vocaliser. Pas de question là-dessus, c'est bon? Donc verbe troisième faible, donc infinitif construit en hôte, deuxième radical vav, qui va être géminé parce qu'on est au piel, et il est au piel parce que c'est comme ça que le verbe est utilisé couramment. C'est sa conjugaison de base, le cham de base, c'est le piel, il n'est pas utilisé au calme. Alors c'est le cas, il y a des verbes qui sont tout le temps au piel, c'est notamment le cas des verbes dénominatifs. Bon après voilà, on peut discuter, est-ce que c'est un verbe dénominatif ou pas, voilà. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de verbes dont on sait, et ça c'est de la lexicographie, il faut connaître le vocabulaire. On sait qu'ils sont utilisés régulièrement au PL. Si ça va pour vous, on continue. Le terme suivant, au thème. Complément d'objet, oui, d'accord. Otam, Otam, je Ouais. pense. Alors, très bien, effectivement, oui, c'est le complément d'objet, mais alors, vous avez vocalisé avec un ségol, on me propose aussi de vocaliser otam. Alors, la question c'est, est-ce que vous savez comment on vocalise? Ouais, c'est Otam, Alors, en c'est fait, pluriel. c'est otam. C'est-à-dire que le ségol, vous aurez vous l'aurez si vous avez la forme longue du suffixe, hem. Hem, hemma, etc., etc. Donc, si vous dites, vous pourriez avoir et hem, en fait, on pourrait avoir et hem, comme vous avez et rem, etc. Donc ça c'est techniquement possible d'avoir et hem, donc avec la forme longue du pronom suffixe, mais sauf qu'en réalité, dans la plupart des cas, peut-être même systématiquement d'ailleurs, moi je ne me souviens pas avoir vu et hem, mais bon, si je le voyais, j'en mourrais pas. Mais en tout cas, à l'usage, la forme qu'on voit, c'est la forme contractée, c'est-à-dire le hé qui tombe. D'accord? Et donc, à ce moment-là, quand le hé tombe, la forme que vous avez du pronom suffixe, c'est am à la fin. Et ça, vous l'aurez même derrière un substantif. Si vous dites son cheval, le cheval de eux, pardon, leur cheval, vous dites, soit vous aurez sous hem, voilà, forme longue, si vous dites sous le cheval, soit vous aurez sous-sam. Donc le hé tombe, contraction, et vous avez kametz même, sous-sam, le cheval de eux. Voilà. Donc voilà, ça il faut bien être vigilant à ça. Et donc effectivement, donc la vocalisation c'est otam. Letzavot otam. Donc pour ordonner à eux. Ensuite, un dagesh. Là, donc, on avait voilà, donc le mot suivant, vous l'avez analysé comment? Oser? Alors, ozen, oui, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ozen, c'est ça, pluriel construit, osné. Donc,
Olem, Zain avec un cheval. Alors attendez, je ne sais pas où vous êtes, j'entends pas bien. Là, j'ai le premier, donc Aleph, j'ai mis un kametz. Un kamet sous le Aleph. Oui, mais enfin, après, je sais. Ouais. Non, non, ben, non. Après, j'ai mis sur avec le verbe un Olem, O. Non, on ne parle plus du kametz. O. Après le Zain, j'ai mis un cheval. Oui. Et après, le Noun, un serré, le serré. Eh, oui, 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 très bien. Alors ça, effectivement, c'est ce que j'ai noté déjà tout Oui, à c'est l'heure. ça. Et après, le M, là, j'ai mis serré. Alors donc, est-ce que ça vous convient, les autres? Beoznehem? Oui. Oui, tout le monde est content? Très bien. Alors donc effectivement, on a la préposition bête devant, qu'on va vocaliser avec un cheval, il n'y a rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Vous avez effectivement la racine Aleph Zayin Nun, qui est la racine de Louis. Euh, euh, et donc il est question des oreilles, évidemment. Vous savez que les parties du corps qui fonctionnent de façon symétrique par paire donc, sont au duel, Oznaïm, hein, les deux oreilles. Euh, À l'état construit, on ne distingue pas le duel du pluriel, donc osné, et puis un pronom suffixe, hem, les oreilles de e. Euh, Très bien. Est-ce qu'il y a une petite différence quand même par rapport à ce à quoi vous êtes habitué dans le texte massorétique? Oui, dans le texte massorétique, c'est un La, olem normal, il n'y a pas de. la mère de lecture, voilà, c'est ça. Hein. Ouais, Là, on n'est pas habitué à avoir un vav comme mère de lecture dans le texte massorétique. Euh, Effectivement, et même, on peut même, je me demande si on n'a pas un Kametz Ratouf euh, assez régulièrement. Euh, alors attendez, je vais regarder ça tout de suite. Si on met, ah mince, j'ai fermé mon, oui, voilà, pardon. Je vais remettre tout de suite ma Bible hébraïque. Vous voyez, si vous regardez, je regarde les occurrences hein, de Ozen, on peut écrire un peu plus gros. Bah, voyez, la première occurrence, hein, Genèse 28, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, Beoznehem, vous voyez qu'ici vous avez un Kametz Ratouf. Euh, En fait, la, le- le- la raison est que vous avez un Shem Koutl ici, donc vous avez un Shem monosyllabique, euh, et donc avec une voyelle brève. Alors évidemment, au pluriel, les Shem Koutl, comme vous savez, comme si vous avez Meler, Kodesh, donc ça c'est des ségolés, hein, Shem Katl, Kitl, Koutl, Sefer, Kodesh, hein, pensez à Kodesh, euh, eh bien, vous allez avoir Kodshehem, donc la sainteté de eux. Et en général, donc, quand vous avez des Shem Koutl comme ça, avec un ou bref primitif, eh bien, quand vous le retrouvez dans cette situation où il perd son accent, parce que normalement, quand vous avez Ozen à l'état absolu, c'est le O qui est accentué. La deuxième voyelle est une voyelle d'appui. Ozen, Meler, Sefer, Kodesh. Voilà, vous avez, il n'y a que la première voyelle qui est une vraie voyelle, la deuxième est une voyelle d'appui. Mais évidemment, là, quand on a une forme au pluriel, Oznaïm et puis Oznehem, là, vous êtes en situation antéprétonique. Vous ne pouvez pas tomber parce que de toute façon, on en a besoin. On est en voyelle fermée, donc il faut bien avoir une voyelle. On est en syllabe fermée, il faut bien une voyelle. Mais on va mettre une voyelle, on va avoir un déplacement de timbre et là, on aura un kametz ratouf. Donc, en principe, on s'attend à avoir un kametz ratouf. Donc là, en fait, on se retrouve avec une mère de lecture Vav pour un Kamet Ratouf. Alors, on pourrait le noter comme ça si vous voulez. Hein. Je peux mettre un Kamet Ratouf avec une mère de lecture Vav pour un Kamet Ratouf. Ça se fait pas trop, hein, si vous voulez, en hébreu massorétique. Là, ça pique les yeux, comme on dit.
Mais après tout, pourquoi pas, hein. Tu peux imaginer qu'on va utiliser la consonne vave comme mère de lecture pour un kamet ratouf. Disons, c'est possible, hein, on peut tout à fait imaginer ça. On peut aussi tout simplement imaginer qu'à cette époque-là, on ne distinguait pas encore le kamet ratouf du cholem. Et ces petits déplacements de timbre qu'on observe dans le texte massorétique n'existaient pas encore à l'époque. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses où vous vous retrouvez avec un vave comme mère de lecture pour une voyelle qui, d'après comment dire, d'après les règles massorétiques, devrait être un kametratu. La question de la longueur de la voyelle, c'est une question compliquée. Ouais. Alors oui, oui, oui. Alors le problème, on est influencé sur cette histoire d'usage des mères de lecture et de longueur des voyelles, on est influencé par les grammairiens arabes. C'est-à-dire que les premières grammaires d'hébreu qui paraissent au Moyen Âge, hein, sont des grammaires écrites par des arabisants, hein, par des juifs, des savants juifs, mais qui parlent arabe. Et qui écrivent en arabe d'ailleurs. C'est marrant d'avoir des grammaires d'hébreu écrites en arabe. Donc vous allez trouver ça vers les 11e, 12e siècles de notre ère, etc. Et en arabe, effectivement, l'arabe déjà à cette époque-là est une langue artificielle, enfin que les gens parlent, hein, les chancelleries parlent arabe, mais on étudie l'arabe du Coran, c'est très drôle parce qu'on essaie d'aller enquêter, de retrouver. Donc on a déjà reconstruit l'arabe du Coran comme voilà, ce qui est déjà une langue morte à l'époque et qui est déjà une langue artificielle. Et on a eu cette idée en arabe que les mères de lecture sont utilisées uniquement quand les voyelles sont longues. Et toujours quand elles sont longues. Vous voyez, donc, mère de lecture égale, voilà, vous avez le alif qui vous indique que le A est long en arabe. Pas de alif, le A est bref. Un alif, le A est long. Etc., etc. Et donc, on a plaqué ça. Et donc, on a eu comme ça pendant 1000 ans, pratiquement, des grammaires hébraïques jusqu'à époque moderne où on se disait, bah oui, les mères de lecture indiquent la longueur de la voyelle. En fait, on se rend compte que c'est faux. C'est difficile de s'en rendre compte puisque comme les langues sont mortes, on ne sait pas quelle était la longueur des voyelles. Mais justement, le fait, par comparaison, d'abord d'observer que ce sont des changements de timbre et pas des changements de longueur de voyelle, nous indique bien qu'effectivement, vous voyez, on passe d'un cholem ou d'un ou primitif à un cholem, puis à un kamet ratouf. Donc on voit bien qu'il y a des déplacements de timbre et pas nécessairement des changements de longueur de voyelle. Pour les Shem Koutl, la voyelle est brève, effectivement. On sait, Shem Koutl, Tatl, Kitl, Koutl, les Ségolais, il n'y a qu'une seule voyelle qui, a priori, est brève. Euh, donc, effectivement, on se dit, ah, mais on ne met pas de mère de lecture quand la voyelle est brève. Alors, à Qumran, on met des mères de lecture, quelle que soit la longueur des voyelles. En hébreu biblique, c'est pas toujours le cas. Vous voyez, là, je réfléchis, on a call juste derrière, mais c'est pareil, on ne mettrait pas non plus de. Enfin, en tout cas, voilà, c'est sûr que l'usage des mères de lecture dans le texte massorétique est moins abondant qu'à Qumran, mais on a aussi des cas dans le texte massorétique de mères de lecture là où la voyelle, pour ce qu'on en sait, est en fait brève. Et d'ailleurs, on sait bien que y compris les massorètes, se posaient la question de savoir, mais pourquoi est-ce que dans tel verset j'ai une mère de lecture et pourquoi dans tel verset je ne l'ai pas. Vous l'avez dans la massore, hein, dans la marge, vous avez ces genres de petites annotations où on vous signale en disant, tiens, à cet endroit-là, tel mot qui normalement est orthographié sans mère de lecture, là, il a une mère de lecture. Et même des fois, on vous dit, ça n'apparaît que X fois dans tout le texte massorétique que ce mot-là soit orthographié avec une mère de lecture, et c'est la deuxième fois sur 5 qu'il est orthographié comme ça, etc. Donc les massorètes sont très vigilants. Ils constatent, hein, les massorètes héritent d'un squelette consonantique avec les mères de lecture. Hein. Ce qu'ils font, c'est ils mettent les théamim, ils mettent les points voyelles, tout ça. Donc ils ne touchent pas au texte. Ils sont parfois surpris du texte qu'ils ont sous les yeux. Ils ne comprennent pas. Mais en tout cas, voilà, ils en rendent compte et ils vocalisent quand même. Alors après, il y a toujours évidemment la possibilité de faire une exégèse plus spirituelle, on va dire, de cette orthographe, voire mystique, c'est-à-dire il y a un vave parce que le vave symbolise tel et tel attribut divin, et donc voilà. Donc ça, on peut faire aussi, vous trouverez ça dans l'exégèse rabbinique, des cas où voilà, on pense qu'il y a quelque chose de caché d'une certaine manière dans l'orthographe.
parfois, il y a des jeux numériques. On va dire, oui, vous comptez le nombre de lettres, vous avez X nombre de lettres, ou bien vous sautez toutes les lettres, vous prenez ça, ça vous fait des lettres qui forment des mots, qui forment des phrases, etc. On en a dans la Bible, on sait que ça c'est voulu, il y a des jeux dans la littérature poétique, évidemment, des psaumes, l'exemple bateau, c'est les psaumes acrostiches, où vous avez chaque lettre successive de l'alphabet. Vous l'avez chez certains prophètes aussi, où vous prenez la première lettre de chaque mot et ça vous fait le tétragramme ou Adonai Elohim ou des choses comme ça, etc. Donc ça, on est habitué à ce genre de jeu numérique. Euh, mais évidemment, en poussant au psaume 121, il y a une symétrie, le nombre de mots, le nombre de lettres, le nombre de machins, le milieu de tout. Donc évidemment, on peut comprendre que si quelqu'un a fait un jeu numérique, il s'est dit, tiens, j'ai besoin d'une lettre de plus, je mets une mère de lecture, c'est quand même bien pratique, c'est quand même bien commode. Mais il y a des cas où on ne voit pas de façon évidente qu'il y ait un jeu numérique. Et là encore, les manuscrits de Qumran nous aident beaucoup. Cette découverte est précieuse parce qu'on voit bien que, bah voilà, c'est aussi à l'appréciation du scribe qui va estimer que là, c'est quand même plus pratique d'avoir une mère de lecture. Et nous qui sommes là à vocaliser le texte, c'est sûr que moi, c'est plus facile pour moi si j'ai une mère de lecture. Voilà, ça me guide, ça m'aide à vocaliser le texte. Alors évidemment, comme je dis, parfois, on est un peu surpris quand on pense aux règles de vocalisation massorétique. Là, en l'occurrence, on attendrait un Kamet Ratouf. Donc, on peut le mettre si on veut et partir du principe qu'on peut avoir un Vav comme mère de lecture d'un Kamet Ratouf. Tout ça, c'est de toute façon très théorique. Comme je vous dis, ces voyelles-là n'existaient pas à l'époque du Qumran. Donc, il y a un anachronisme de vouloir vocaliser selon les règles massorétiques. Mais voilà, on peut le faire quand même et puis dire voilà, Vav, mère de lecture pour. Vous savez, dans le texte massorétique aussi, il y a des choses bizarres. Vous avez un Vav comme mère de lecture pour un son hi, pour un son i. Si vous prenez le hi, le pronom indépendant troisième féminin singulier, hu et hi, dans le texte massorétique, dans le Pentateuque, hi, c'est écrit he Vav Aleph. Et les massorètes, ils mettent quand même un chirek. Donc vous vous retrouvez avec un Vav, mère de lecture pour un chirek, vous voyez, dans le texte massorétique. Donc il y a aussi des choses bizarres là-bas. Donc voilà, nous on fait pas pire là. Voilà, donc Beoznehem, très bien. Oui, une question? Il semblait que le Kamas Ratouf, c'était donc un Kamas avec un cheval derrière, Avec un cheval derrière. Euh, le signianté et les deux points de terre. ah, ah oui, oui, Kamet, C'est ça, là, ce qu'on a. oui, oui, Avec elle, c'est le Kamas Katan. c'est le Kamet Katan, oui, absolument. Autant pour moi, je suis mal réveillé. Merci. Non, non, mais merci de me le dire. J'ai dit Kamet Ratouf, effectivement. Voilà, vous voyez, c'est le matin, on n'est pas bien réveillé. Oui, autant pour moi. Donc j'ai dit Kamet Ratouf, je voulais dire Kamet Katan. Non, 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 c'est qu'il y a Kamet Ratouf. En fait, Kamet Ratouf et Kamet Katan, c'est deux noms pour la même chose. Ce dont vous parlez, c'est le Khatef Kamet. Là, vous pensiez au Khatef Kamet, c'est ça? Khatef Kamet, c'est comme ça. Voilà. Donc non, cette semi-voyelle, donc le schwa suivi d'un kamet, c'est ce qu'on appelle un khatef kamet. Et ce kamet qui vient d'un O, c'est le kamet ratouf ou kamet katan. C'est les deux noms différents pour la même voyelle, par opposition au kamet gadol. Voilà. Donc non, ça va, je suis mal réveillé le matin, mais non, non, c'était bien ça. Alors effectivement, voilà, c'est deux noms différents. Chez les massorets, donc les massorets appelaient ça kametz ratouf, et aujourd'hui on appelle ça kametz katan, et même kamatz katan. Enfin voilà, donc ça c'est sûr, vous avez des noms différents utilisés par les grammairiens, et notamment en hébreu moderne. Donc effectivement, je pense que dans les grammaires d'hébreu moderne, vous trouverez Kamatz Katan. Et si vous apprenez, en fonction avec qui vous apprenez l'hébreu, on va vous dire, voilà. Euh, mais dans la nomenclature des massorètes, c'est Kametz Ratouf. Oui, Sur les mères de lecture, lorsqu'il y a des textes de Qumran qui reprennent des textes oui, bibliques, oui. est-ce qu'ils modifient? Est-ce qu'ils gardent Lorsqu'il y a des textes de Qumran qui reprennent des textes bibliques, bibliques? Est-ce qu'ils modifient? est-ce qu'ils modifient?
qu'ils rajoutent des mères de lecture ou pas? Est-ce qu'ils ajoutent des mères de lecture? Alors, il y a des mères de lecture dans les manuscrits bibliques. Là, le texte qu'on fait n'est pas un texte canonique, évidemment, c'est un texte apocryphe, mais à Qumran, on ne fait pas de distinction entre biblique et non biblique. C'est une distinction que nous, on fait aujourd'hui, mais en fait, concrètement, non, ils appliquent l'orthographe qu'ils aiment appliquer. Les modifications liées, Donc, ça va dépendre en fait des manuscrits, d'un manuscrit à l'autre, ça va dépendre du script, ça va dépendre, etc. Mais oui, oui, donc on a des exemples de manuscrits bibliques. À Qumran, on a des manuscrits qui ont très peu de mères de lecture, d'autres qui en ont beaucoup. Voilà. Donc ça va dépendre. Ça va dépendre. Les manuscrits de Qumran n'ont pas d'ailleurs forcément tous été copiés à Qumran. On les a retrouvés là-bas, mais il se peut qu'ils aient été copiés ailleurs. Avant, il faut bien vous imaginer, Qumran, ça regroupe quand même un demi-millénaire. Donc c'est pareil, les conventions orthographiques en 500 ans, pensez à la langue française et à l'orthographe actuelle par rapport à l'orthographe française il y a 500 ans, vous imaginez que ça a beaucoup changé. Donc en fait, voilà, on sait pas, voilà, il y a pas de, on peut pas généraliser. Il y a quand même un lot de manuscrits. D'ailleurs, effectivement, il y a même des gens qui parlent d'orthographe qumranienne. C'est-à-dire, il y a des manuscrits de Qumran qui ont l'orthographe dite qumranienne et d'autres qui n'ont pas. Donc, avec un usage abondant de mères de lecture, on a même des manuscrits qui ont des doubles mères de lecture, y compris des manuscrits bibliques. Le Grand Rouleau d'Isaïe, par exemple, est un bon exemple. Euh, le Grand Rouleau d'Isaïe, vous avez des doubles mères de lecture. Vous écrivez qui, vous savez, la conjonction qui s'écrit normalement avec un iode, une mère de lecture iode, kaf iode. Dans le Grand Rouleau d'Isaïe, ça va s'écrire kaf iode aleph. Alors du coup, est-ce que c'était parce que le i était long? Voilà, on se pose la question. Qui? Donc je mets un aleph pour dire non seulement c'est une voyelle i, mais en plus elle est longue. Il y a des gens qui se posent la question de savoir s'il y a un phénomène de mouillure. Qui a? Est-ce qu'il faut le prononcer qui a? Voilà. Donc ça a été, c'est Kutcher qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui avait écrit tout un bouquin déjà donc dans les années 50, 60, je sais plus, enfin c'est vieux, hein, donc le rouleau il est apparu à la fin des années 40, donc il n'a pas fallu longtemps pour que tout de suite on se penche dessus et notamment et avec un usage ultra abondant de mères de lecture, alors que voilà c'est un texte biblique, disons voilà qui sera plus tard canonisé et qui fait partie de nos Bibles. Et donc manifestement le scribe qui a copié ce rouleau une centaine d'années avant notre ère ne s'est pas dit ah là là c'est un texte biblique, j'ai pas le droit de changer les mères de lecture. Il a utilisé un système de mères de lecture voilà, qui là est vraiment encore plus abondant que ce qu'on a là. Peut-être on fera d'ailleurs un texte comme ça pour que vous voyez un peu l'usage abondant de mères de lecture. Mais voilà, donc ça va dépendre peut-être des écoles de scribes. Et donc on a pensé à une école qumranienne qui ne concerne qu'une minorité de rouleaux de Qumran d'ailleurs. Hein. Ce que je vous dis, c'est qu'on peut pas faire des généralités. Très bien. Alors on continue. Beoznehem et Hakol. Pardon? Kol, oui. Un dagesh, oui, dans le kaf. Oui, très bien. Alors, pour le het, effectivement, la question du tséré ou du ségol, on en avait parlé. En fait, tout va dépendre de savoir si la particule het va être proclitique ou non. Et évidemment, là encore, c'est des questions massorétiques. Est-ce qu'on lui met un accent ou pas? Et donc, ça va dépendre, par exemple, si on lui met un makef. Si vous lui mettez un makef, et hakol, à ce moment-là, il est proclitique et effectivement, il va perdre son accent et il va être vocalisé avec un ségol. Sinon, on lui mettra plutôt un tséré. On en avait déjà parlé. D'accord? Hakol, bon, bah voilà, pareil, là, il n'y a pas de problème. Article défini, dagesh. On n'attendrait pas forcément de mère de lecture, hein, vav, mais c'est pas grave. Donc, letzavototam beoznehem et hakol. Donc, pour ordonner à eux, à leurs oreilles, hein, pour leur ordonner dans leurs oreilles, la totalité. Ensuite, pardon, Hakol ou Achol? Ah, alors question est posée, est-ce qu'on dit Hachol ou Hakol? Il y a Cole. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi j'entends, donc Hervé dit Call. Vous voulez voter? C'est un dagesh fort. Alors, donc c'est un dagesh fort. Mais alors, donc voilà, donc la question c'est pourquoi? Parce qu'on a l'article défini devant. Ah, l'article défini,
la vocalisation de l'article défini, ha, voilà, vous mettez l'article défini, vous avez le substantif call, la totalité, qui s'écrirait avec un dagesh léger s'il était en début de mot. Là, en l'occurrence, il est précédé par l'article, mais l'article, c'est he plus patar plus dagesh. C'est ça la vocalisation normale de l'article défini. Hammeler, vous mettez un dagesh dans le même. Voilà. Et donc, le dagesh que vous avez là, ça n'est pas un dagesh léger, c'est un dagesh fort. Très bien. Alors, on continue. Qui veut faire la suite? Moi, je veux bien, mais Allez. j'ai plein de questions. Ben, c'est parfait, on est là pour ça. Fétide, Hacher, Réessot, 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 V, Qui, alors je sais pas trop, Qui, Idoja, Bam, Etra, Hachanaim, Ve, Et, Haaretz, Kilo, Yohavu, Yohavu, Non, non, déjà on peut s'arrêter là, si vous pouvez vocaliser. alors le premier terme, je l'ai analysé comme le verbe yata, Le verbe yatav, d'accord. Oui, fil, oui, 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 faire bien, oui. À l'impératif, et donc la vocalisation, je ne suis pas vraiment sûre, j'ai mis un serré sous le P Serré et un réré sous le Z. et un chirik sous le tête. Hétive. Mhm. Je continue. Oui, ensuite. Après HR, donc Ratef Patar, Kratef patar, Ségol sous le Chine ségol, et Échouk, Ségol sous le Aleph, ségol, Ratef Ségol sous le Alim kratef ségol, et Volam sur le Vav. cholam. Et puis un signe. Je l'ai analysé comme le verbe. Oui, moi là c'est pareil, je sais pas vraiment. Je l'ai analysé comme le verbe asa, donc aïn, sin, ka, Donc, avec un signe. D'accord. Ok. mais j'étais, quand je cherchais dans le dictionnaire, j'ai vu qu'il était polypaël. Alors je sais pas parce que là du coup il est polypaël. Oui. Euh, alors, on va regarder ça ensemble peut-être. Alors déjà, si on prend le premier mot, hétive, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez vocalisé autre chose ou analysé autre chose? J'ai pas entendu comment ça a été analysé dans la salle. Hétive, donc le verbe yatav, yod, tête, bête, oïphile, donc faire bien, euh, avec donc vocalisé de serré, puis chirek. Est-ce que c'est ce que vous avez analysé? Et là, ce serait un impératif, c'est ce que vous avez dit, c'est ça? Ah, non. Alors, ou un infinitif absolu, d'accord? Oui, oui. Bah, moi, j'ai un infinitif construit, moi. Alors, j'entends aussi un infinitif construit. Euh, alors, infinitif construit, infinitif absolu, impératif. Alors, si c'est un infinitif, plutôt un infinitif absolu parce qu'on a HR, c'est ce que j'entends. Donc, effectivement, euh, avec le HR, on imagine plutôt un infinitif absolu. Euh, Par ailleurs, on n'est pas surpris d'avoir l'infinitif absolu puisque on en a eu un quelques lignes au-dessus. Vous vous souvenez, on avait eu aussi, on s'était posé la question sur le pshor ou pachor en disant c'est peut-être plutôt un infinitif absolu
qu'un infinitif construit. Donc là, évidemment, c'est difficile de savoir parce que il y a évidemment on n'a pas la vocalisation. Donc ça on est les deux sont possibles, on va dire. Euh, si c'est un infinitif absolu, on le vocalise comment? C'est la même vocalisation? Ce serait un tséré en fait, hein? Hetev. Si c'est un infinitif absolu, il faut le vocaliser comme il faut le vocaliser hetev euh, plutôt que hetiv. Ok? Pardon? C'est hetev ou hetiv. C'est-à-dire que hetiv, à l'accompli, on aurait hetiv. Mais là, en l'occurrence, infinitif absolu, plutôt hetev. Dans les deux cas, les deux yods sont des mères de lecture. Hein, les deux yods sont des mères de lecture. Le premier iode était une consonne. Donc effectivement, on avait une forme high, hein, le ifil. C'est-à-dire que si vous pensez à la forme primitive haktala, c'est ça la forme primitive hein, du ifil, c'est une préformante ha devant la racine. Donc évidemment, si vous avez une forme euh, avec une première radicale iode, si je prends l'exemple de yatav, évidemment, ça fait haïtaba, quelque chose comme ça, et le hay va donner la forme he. Vous voyez, donc tous les verbes péyodes vont au ifil vont donner he. Les vrais verbes péyodes, hein. Vous savez que la plupart des verbes péyodes en hébreu sont en fait des verbes pévav. La première radicale est en fait un vav. Par exemple, si vous prenez le verbe yashav, le verbe yashav, en fait, vient d'une première radicale vav. Et donc à ce moment-là, vous avez hao sha. Alors, attendez, je vais essayer de l'écrire bien. Qui va donner un ho. Vous voyez, vous allez, c'est pour ça qu'on vous avoir hoshiv. Hein, vous allez avoir oifil, le ifil de yashav, c'est hoshiv. Hmm. Vous allez avoir la contraction de la diphtongue ao qui va devenir o et ai qui va devenir e. Ouais, donc ça c'est ce que vous allez avoir comme phénomène pour les premières radicales vav ou yod. Vous allez avoir une contraction de la diphtongue qui se passe à un état antérieur de la langue. En hébreu biblique, vous le constatez, vous voyez, vous dites ah oui, je vois bien que j'ai un ho, quelque chose. Donc voilà, quand vous avez le ifil de tous ces verbes pévav ou péyod, la consonne elle-même va être réduite à l'état de voyelle. Il y aura une contraction de la diphtongue. Donc effectivement, ici, quand vous voyez hétive, le premier iode, en fait, à l'origine, il fait partie de la racine. C'est une consonne qui fait partie de la racine, mais entre-temps, il s'est contracté. La diphtongue I s'est contractée en E. Et donc, vous avez hétive. Hétive, y compris à l'accompli. Hein, au catal, vous allez, au ifil catal, vous allez avoir hétive. Euh, comme vous avez ifil, hiktalti, hiktalta, vous allez avoir hetafti, hetafta, etc., etc. Et puis donc, quand vous allez passer donc à l'impératif et à l'infinitif, donc vous allez avoir la deuxième voyelle va être un tséré.
Donc, ça vous fait hetev. C'est un peu bizarre comme forme, mais bon, voilà. Et donc, cette forme hetev peut aussi bien être un impératif qu'un infinitif. Pardon? Hetev pourrait être aussi un impératif. Oui, vous pourriez avoir. Alors, je ne sais pas s'il est attesté à la deuxième masculin singulier. Je peux regarder si vous voulez les formes à l'impératif. Regardez, je vous montre. Voilà. Il n'y a pas beaucoup, on ne le trouve pas beaucoup, hein, le verbe yatav à l'impératif. Hetivi, voilà. Euh, euh, fait bien, mais là, c'est féminin singulier. Un deuxième féminin singulier, vous avez. Oui, mais là encore, parce qu'on n'est pas en forme finale. On n'est pas à la dernière voyelle. Euh, euh, Hetivu, 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 etc. Hetiva, ben là, il y a pareil, on a un A paragogique, là, comme on dit, du mode volitif, Hetivu. Donc, il faudrait trouver un autre verbe. Euh, euh, Vous voyez, par exemple, hotse, bon, ça c'est le verbe yatsa, c'est peut-être pas la meilleure exemple qu'on ait. Hotse, hotse, mais vous avez un tsere. Je voulais vous montrer un verbe, si possible, qui n'est pas de troisième faible, mais vous voyez, malheureusement, il y en a beaucoup. Il y a souvent plus de verbes à troisième faible que. Et puis là, alors attends, c'est du singulier qui m'intéresse. Et j'aimerais avoir, si possible, un verbe qui ne soit pas à troisième faible, mais Hoshev. Vous voyez, par exemple, là, Hoshev, le verbe yashav, Hoshev à l'impératif. Si c'était à l'impératif féminin, Hoshivi, au pluriel, Hoshivu. Donc la voyelle I, vous l'aurez s'il y a une postformante derrière, mais sans postformante, vous avez plutôt inséré. Donc ici aussi, vous allez avoir Hetev, masculin singulier, impératif masculin singulier, deuxième masculin singulier. Sinon, vous diriez Hetivi si c'était du féminin, Hetivu au pluriel. D'accord? Voilà. Donc Hetev, dans tous les cas, vous vocalisez Hetev en disant, bon, soit c'est la même problématique qu'avec Pshor et Pachor, soit vous dites c'est un impératif, agis bien, fais bien, ou bien un infinitif absolu, vous pouvez imaginer, il faut agir, voilà, avec une consigne, comme on avait vu précédemment. D'accord? C'est bon pour vous? Dans le dictionnaire, on voit que c'est utilisé quoi comme Sander et Trenel dit que c'est utilisé comme adverbe. Oui, oui. Alors effectivement, au niveau de l'usage, puisqu'effectivement, la racine, hein, yatav, c'est agir bien, donc il faut le faire bien. Donc d'autres choses. Là, on avait vu un exemple dans Isaïe en disant de jouer de la musique, mais de bien le faire. Donc effectivement, ça peut être un usage adverbial, de dire, voilà, qu'on traduirait par bien en français tout simplement. Mais là, ici, c'est pas le cas. Ici, c'est pas un usage adverbial puisque, alors après, ça va dépendre. Comment dire, ça va dépendre de. Là, c'est des questions de syntaxe. Hein, c'est plus des questions de morphologie, mais c'est des questions de syntaxe. Et qui dit syntaxe dit phrase. Et donc, où la phrase s'arrête, où est-ce qu'elle commence, vous voyez? Alors, non, si c'est un usage adverbial, ça suppose qu'il y a un autre verbe qui est conjugué dans la phrase. Et c'est pour ça que je dis, ça dépend comment vous allez, où est-ce que vous allez commencer votre phrase et la terminer. Donc, la question, c'est quel serait l'autre verbe. Vous voyez, par exemple, là, ce qu'on a lu, Letzavot, Otam, Beoznehem, et Hakol. Si vous considérez qu'on est encore dans la même phrase, hein, c'est-à-dire pour ordonner à eux, à leurs oreilles, la totalité, bien, que, et puis là vous avez le HR, bon, donc tout ça, ça peut être la même phrase, et effectivement, on peut dire le hétive à ce moment-là se rapporte à l'etzavot, mais donc il faut bien leur ordonner, voilà, faut leur donner, voilà, pour leur ordonner à leurs oreilles
bien, quoi. Hein, faut bien, alors bien déboucher les oreilles. Bon. Euh, c'est possible, mais la phrase commence à être un peu longue. Donc souvent, au bout d'un moment, je me souviens plus de ce qu'était le texte avant, euh, euh, puisqu'on avait vite, voilà. Tivita et bnei Yisrael divrei à Torah asher tiviti otra be'ar Sinai letzavot otam beoznehem et hakol. Vous voyez, là, à un moment donné, il faut bien que les phrases euh, s'arrête et commence quelque part. Donc si on dit par exemple ici, tu ordonneras aux fils d'Israël les paroles de la Torah que j'ai ordonné à toi sur le mont Sinaï, euh, afin de leur ordonner à leurs oreilles, bon, très bien, on se dit c'est déjà pas mal. Et on peut continuer la totalité, etc. Mais on peut aussi dire qu'on va commencer une nouvelle phrase quelque part. Alors, commencer avec Beoznehem, je ne suis pas sûr, parce que ça peut être un complément, puisqu'on avait déjà les Tsavototam, Beoznehem, donc on pourrait s'arrêter là, et ensuite commencer Ed Hakol, Hetiv, ou Hetev en l'occurrence, Ed Hakol, Hetev, Asher, etc., etc. Donc, dans tous les cas, on peut imaginer que là, on commence une nouvelle phrase, auquel cas Hetev est le seul verbe conjugué de cette phrase, et à ce moment-là, c'est pas un usage adverbial, c'est agis bien, fais bien, euh, tout, hein, et hakol hetev. Donc il faut, si c'est un infinitif absolu, il faut agir bien, faire tout bien, hein, et hakol, il faut tout faire bien, euh, quelque chose comme ça. Bon, alors après, on peut continuer à lire le texte et on peut se décider après coup de dire où est-ce qu'on commence la phrase, où est-ce qu'on l'arrête. Donc là, peut-être le plus simple serait peut-être effectivement de continuer euh, à lire, à lire quelques mots supplémentaires. Je vois que ma batterie fond à vue d'œil, mais c'est parce que j'ai pas pu me brancher, parce que j'ai dû brancher le vidéoprojecteur et que j'ai pas de multiprise. Bon, mais le cours s'arrête, ouais, bientôt. J'espère avoir suffisamment de j'espère avoir suffisamment de batterie pour finir les quelques minutes qui nous restent. Alors, on continue, sinon il faudra que j'éteigne le vidéoprojecteur ou bien qu'on trouve une. Non, c'est pas une. Non, c'est un chiffon, c'est pas une multiprise. Bon, pas de rallonge, pas de multiprise. Ok. Euh, allez, on essaie de continuer et on s'arrêtera dans un quart d'heure avec un peu de chance. On aura eu suffisamment de batterie. Alors, le mot suivant. Donc, si j'ai bien compris, vous proposez de le vocaliser et soc, n'est-ce pas? Euh, 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 et vous l'analysez comment? Comme le verbe ansak, donc Oui. Aïn Sinkoff, pardon? qui veut dire, non, non, en fait, je sais pas bien, parce que je l'ai vu au Israël, et ça veut dire se disputer. En même temps, on n'a pas la conformante là. Je sais pas exactement ce que c'est. En tout cas, c'est un épisode à la première personne Il y a aussi un racine avec la Chine Alors, il y a aussi une racine avec un shin, effectivement. qui est opprimé. Opprimé, oui. Ça peut pas dire qu'il singulier. Ouais. Je suis partie sur une mauvaise. Voilà, donc effectivement, alors il y a, euh, il y a effectivement une racine à sac hein, qui existe, qui est très peu attestée hein, et qui est peut-être pas la plus facile à comprendre ici, d'autant qu'elle est effectivement, on a une occurrence au Hitpael, etc. Donc ça, c'est peut-être pas la solution la plus facile. Alors qu'on a le verbe achak, opprimé, qui lui apparaît des dizaines de fois. Euh, voilà, donc avec donc plusieurs sens. Le premier sens, je peux vous le montrer à l'écran, hein, ouais. Là, j'ai le Kleins, hein, Dictionary of Classical Hebrew. Euh,
vous avez le verbe opprimer, oppress, defraud, extort, etc. Euh, Petit b, opprimer, une personne socialement, politiquement, etc. Vous avez pas mal d'occurrences. Deuxième sens, to require, to demand. Et puis, troisième sens, être opprimé à la voix passive. Quatrièmement, participe à un oppresseur, etc., etc. Voilà. Donc, vous avez tout un tas de... Pardon? Les exemples qui donnent pour demander, Alors, dans les exemples qui donnent pour demander, voilà, donc effectivement, on vous dit, le sujet, c'est le Seigneur, il y avait un QDM 1.5, c'est notre occurrence qui nous intéresse, et un QDM 1.5, c'est toujours celui-là, et puis on nous donne toujours un QDM 1.5. Donc en fait, vous voyez, dans ce sens-là, en fait, vous n'avez qu'une seule occurrence dans ce sens, et qui serait notre passage. Donc là, c'est quand même intéressant de voir, bon, si on le traduit par opprimé, on se dit, voilà, alors, effectivement, hein, donc c'est effectivement tout le problème de la lexicographie quand on tombe sur une occurrence, euh, 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 mais voilà, donc voilà, non seulement c'est incertain, mais en plus, vous voyez que c'est entrecroché. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il y a dans le texte, vous avez le Aleph, mais le Aleph, en plus, c'est la préformante. Et ensuite, après les crochets, vous avez un coffre. Et entre les deux, vous n'avez rien. Donc, ça pose un problème hein, de dire, on nous dit de lire un verbe, mais qui n'a pas ce sens-là, par ailleurs, euh, dont ce serait la seule occurrence où il y aurait ce sens-là ici, et c'est sur le fondement du travail de celui qui a édité ce texte, c'est Milik, hein, me semble-t-il, qui a dû réfléchir, qui a dû se dire, moi j'ai une préformante Aleph, je suppose qu'il y a un verbe, Asher quelque chose, Mehem, hein, voilà, fais tout bien ce que moi, quelque chose, de leur part, hein, Mehem, d'eux, voilà. Donc moi, j'attends d'eux quelque chose, je demande d'eux, j'exige d'eux, etc., etc. Et qui s'est dit, tiens, j'ai une racine avec une troisième radicale kof, qu'est-ce que ça peut être? Donc ça, c'est le travail qu'on fait, c'est le travail d'édition, là vous rentrez, vous voyez, dans le vif du sujet. Je crois que je vais devoir quand même malgré tout débrancher le vidéoprojecteur, parce que je suis à 3% de batterie, je ne vais pas pouvoir finir l'heure, je suis désolé. Voilà, c'est un peu... Je suis désolé pour les étudiants qui sont là. Je vais peut-être essayer de brancher à la place mon iPad et le tourner vers vous en espérant que ça fonctionne. Je vais voir un peu ce que ça donne. Je vais voir si on s'en sort. Non, ça marche pas. Bon, bah écoutez, faudra m'écouter, voilà, comme dans le bon vieux temps. Donc, ce que je disais, c'est que effectivement, c'est le travail auquel nous on est confrontés. C'est-à-dire qu'on a des textes fragmentaires, on ne sait pas quel est le texte puisqu'on n'a pas de modèle, n'est-ce pas? C'est pas un texte biblique, donc voilà, donc on doit restituer en fonction des traces qui sont préservées. Alors, si Milik a choisi de restituer ce sens-là, il a certainement ses raisons. On pourrait vérifier d'ailleurs. Souvent il les discute dans ses éditions. En l'occurrence, l'édition de ce manuscrit, vous devez le trouver dans le premier volume des Discoveries in the Judean Desert. Donc ça, c'est les fameux DJD. Un volume paru dans les années 50. C'était le premier dans les années 55, quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, est-ce qu'il se justifie? Moi, on peut aller voir rapidement. Hein. Je peux ouvrir, je l'ai en PDF. Donc, c'est manuscrit numéro 22, 1Q22. Voilà, il est là. Lui le traduit tout ce que j'exige d'eux, n'est-ce pas?
Et dans les notes, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il en parle ou pas? Euh, le verbe qui suit n'est pas certain ni en lecture ni en sens. Est-ce réprimandé, comme le suggère le syriaque? Pour l'interrogation. Voilà. Donc ça, c'est les notes de celui qui a édité. Voilà, il s'est dit bon, voilà, tout ce que quelque chose de. Mais vous pourriez faire l'exercice de regarder dans votre dictionnaire tous les verbes qui se terminent par un cof. Admettons qu'il ait bien lu le cof, parce que c'est toujours pareil, il faut regarder les photos. Est-ce que c'est effectivement un cof? Et si c'est un cof, quels sont les verbes qui se terminent par cof et qui pourraient avoir un sens dans le contexte? Vous pouvez avoir une meilleure idée. Ça fait typiquement, voilà, ça c'est le travail que l'on fait. Il faut qu'il y ait la place dans la lacune, etc. Donc moi, évidemment, si vous regardez ma thèse de doctorat, justement, j'ai repris. Moi, j'ai travaillé pas sur ce manuscrit-là, mais sur un autre manuscrit, 4Q201, qui avait aussi été publié par Joseph Milik, par la même personne. Et dans ce texte, il y a aussi évidemment des lacunes, et il a comblé. Et il y a plus d'une centaine de fois, je suis en désaccord avec Milik, justement, en disant, en fait, non, c'est pas ça qu'il faut restituer. Dans la lacune, entre les crochets, c'est plutôt ça qu'il faut mettre, ou plutôt ça. Justement, parce que moi, j'ai échantillonné l'écriture du scribe, et donc, à l'ordinateur, j'ai des outils qu'il n'avait pas à l'époque, faut dire, qui me permettent de dire, ben non, vous voyez, l'espace qu'il y a la place pour ça, mais pas pour ça. Donc voilà, ou bien il y a des traces qui dépassent au-dessus. Une fois, par exemple, voilà, j'ai un souvenir très net, il avait voulu restituer un verbe qui avait un lamed, sauf que dans la lacune, donc c'était au bord d'un fragment, sauf que au-dessus dans le moment du trou, je dis, si c'était un lamed, on verrait le sommet du lamed au-dessus du trou. Parce que là, le fragment est préservé et il est en bon état. Donc ça peut pas être ce verbe-là, parce qu'il faudra un lamed, et on ne peut pas mettre un lamed et ça se verrait. Donc il faut trouver un autre verbe. Vous voyez, donc ça, c'est typiquement le travail que l'on fait de déchiffrement et d'édition. Pardon? Une allusion au syriaque. Alors bien sûr, il fait. Alors, non, il ne parle pas de ce texte qui existerait en syriaque, mais du sens de la racine. Et donc ça, c'est aussi un autre problème, c'est que dire qu'effectivement, quand on se dit, bon, on tombe sur un mot, moi je sais pas, je suis en train d'éditer une inscription hébraïque ancienne, on a trouvé un mot en hébreu ancien, mais qui n'existe pas. Tsadé, P, tsadé, resh. Bon, voilà, ou tsafta, ou quelque chose comme ça. Pour regarder dans votre dictionnaire, il n'apparaît nulle part ce terme. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On va regarder d'autres langues sémitiques. On dit, bon, est-ce qu'on trouve le même terme dans une autre langue sémitique, etc., etc. Donc effectivement, c'est toujours les réflexes de dire, est-ce que, à défaut de trouver un mot en hébreu qui convient bien, dans mon dictionnaire hébreu, je vais voir dans d'autres dictionnaires. Donc on va voir l'araméen, le syriaque, l'arabe, l'éthiopien, l'acadien, on fait du sémitique comparé, et on cherche d'autres sens possibles. Donc voilà, moi j'ai pas fait le travail ici de chercher d'autres verbes dont la troisième radicale est un cof. Bon, je peux le faire rapidement, mais ça risque de prendre quand même du temps. Voyons voir. On a pas mal de verbes, vous voyez, en hébreu biblique, dont la troisième radicale est un kof. On a oui, on a même beaucoup. On a avak, to wrestle. Je regarde dans ma concordance. Anak, to grow. Afak, to control. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Badak, to repair. Balak, devastate, to devastate. Batsak, to swell. Bakak, to be empty, etc. Davak, to cling. Dalak, to burn, to pursue. Dafak, to drive hard. Dakak, to crush. La même chose en araméen. Zanak, to leap. Zaak, to cry out. Zakak, to refine. Zarak, to toss, to sprinkle. Zarak, to scatter. Chavak, to embrace. Chazak, to be strong. Chalak, to smooth, flatter, etc., etc. Chalak, to divide. Chamak, to go away. Chanak, to strangle. Chakak, to inscribe, to decree.
D'ailleurs, oui, est-ce que ça pourrait aller ici, par exemple, Chakak, ça pourrait être intéressant comme verbe dans le contexte ici. Harak, to gnash, Hashak, to love, etc., etc. Vous voyez, donc, Yanak, to suck, Yatsak, to pour, Yarak, to split. Voilà, bon, donc vous voyez, vous avez de quoi faire en cherchant en cherchant des verbes qui pourraient aller ici. Donc ça, c'est voilà. Nous à ce stade, en tout cas, on n'en est pas là. Hein, c'est pas le but du cours ici n'est pas d'inventer un texte, en tout cas de proposer un nouveau déchiffrement pour ce texte. On va se contenter du texte tel qu'il a été déchiffré et publié. En tout cas, voilà, si on fait comme Milik et qu'on lit ce verbe et choc, bon, bah, c'est comme ça effectivement qu'il faut le vocaliser. Donc la vocalisation, elle est bonne déjà. Et effectivement, il faut faire tout bien ce que moi j'ai quelque chose de. Alors, si c'est opprimé, bon, c'est un peu bizarre. Lui-même se pose la question de savoir il faut réprimander. Est-ce que c'est réprimander? Et dans sa traduction, il a traduit par exiger. Tout ce que j'exige d'eux. Voilà. Et donc, du coup, de, mehem, comment vous le vocalisez? Alors, tsere sous le même et tsere sous le he. C'est ça que vous avez dit. Ça, c'est bon pour vous? Vous êtes d'accord? Ou bien vous avez vocalisé autre chose? Moi, j'ai mis un ségol sous le Un ségol sous le mais he. Voilà. Alors effectivement, il faut mettre un ségol sous le he. On en parlait tout à l'heure avec Osnehem. Vous voyez, vous avez d'ailleurs la même chose au-dessus, hein, Beosnehem. Quand vous avez le hem à la fin, le pronom suffixe hem, c'est un ségol. Très bien. Alors, est-ce qu'on essaye d'avancer un petit peu, de faire encore le, le mot qui suit, les deux mots qui suivent? Qui nous lit ça, lire vocaliser? Monsieur Langlois, Oui, je vous écoute. on pourrait essayer de traduire jusque-là maintenant parce que il Alors, y de a quelque chose traduire qui jusque-là. me chagrine un peu, justement. D'accord, ok, Ouais. ok, ok. Alors, Depuis, de- depuis les Havot, les Tzavot, etc., là, par depuis exemple. les Tzavot. Alors, très bien. Alors, si on reprend ce qu'on a lu aujourd'hui, donc les Tzavot, donc pour ordonner, hein, c'est comme Mhm. ça qu'on. Voilà. Euh, 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 les Tzavot Otam, donc pour euh, euh, leur ordonner, Beoznehem, à leurs oreilles, euh, Et Hakol, la totalité, Hetev, faire bien, Asher et Shok Mehem, que j'exige Mehem d'eux. Bon. Alors évidemment, D'accord. effectivement, ça pose le problème de la syntaxe. Vous pouvez soit le faire dans une longue phrase, euh, euh, le plus simple, c'est quand même probablement de couper la phrase. C'est-à-dire donc les tzavot, ça c'est la suite hein, du texte. Hein. Il avait dit, tu ordonneras aux fils d'Israël les paroles de la Torah que je t'ai ordonné sur le mont Sinaï. Ça c'était ce qu'on avait vu précédemment. Et donc, afin de leur ordonner à leurs oreilles. De la leur ordonner à leurs oreilles, qui est une expression qu'on trouve euh, assez fréquemment, le Beoznehem, vous l'avez régulièrement, donc il renforce. Hein. Bon. On peut arrêter la phrase à cet endroit-là et commencer une nouvelle phrase, effectivement, Et Hakol, Hetev, Asher et Eshok Mehem. Tout cela, hein, la totalité, fait le bien, hein, agit bien, fait bien,
tout ce que j'exige d'eux. Ouais, mais justement, là, je trouve que cette traduction. Il y a quelqu'un qui parle dans la salle, non? Oui, il y a... Pardon? Milik, Oui. il modifie la phrase, il rajoute un kara après Otam, sur ce kara, proclame. Pardon, alors attendez, il ajoute Kara, Avant sur ce kara. son Kara? Il y a un kara qui a rajouté. Il y a un Kara qu'il a rajouté. Fresh, Je il a conjecturé les je le vois pas. Dans son texte, moi j'ai le texte sous les yeux, mais je le... et Savot, Otam, kara. Les Tsavot Otam, non, moi j'ai le texte sous les yeux, et ensuite Beoznehem, Et Hakol. Vous avez ça où, vous? Dans Milik. Enfin, c'est peut-être une variation, je pense. Il rajoute proclame. Alors attendez, parce que moi montrez-moi votre feuille là, parce que moi j'ai... Alors c'est... Ouais, alors je sais, c'est pas l'édition de Milik que vous avez ici, hein. Oui, oui, je sais, mais c'est quelqu'un qui fait référence à l'édition de Milik, mais moi je l'ai. Et vous avez Beoznehem et Hakol. Ben non, je vois pas. Ah oui, Kara, Otam Kara, d'accord. Donc ça, c'est une autre édition que vous avez. C'est quelqu'un d'autre qui a reconstruit ce texte. Vous savez d'où ça vient, ça? Sur Internet. Bon, d'accord. Mais je ne sais pas. Donc là, il y a quelqu'un qui propose une autre reconstruction du texte. Donc là, vous avez une autre reconstruction que. Donc quelqu'un qui renvoie, enfin qui signale, il fait la bibliographie, donc il signale qu'il y a une édition de Milik, mais c'est quelqu'un qui a fait une autre reconstruction du texte. Donc, je ne sais pas de qui il s'agit, mais dans le texte de Milik, non, non, lui, il n'a pas ajouté, il n'a pas ajouté de. Alors évidemment, tout dépend de la longueur de la lacune, c'est-à-dire que quand il y a l'Etzavot Otam, vous voyez que ici Otam est entre crochets. Et effectivement, dans la reconstruction que vous proposez, on élargit un peu la lacune et on dit en fait, il faut ajouter Kara. Et là, effectivement, on a un nouveau verbe. Voilà, effectivement, c'est aussi une possibilité. Euh, Effectivement, hein, je comprends que dans le texte, dans l'état dans lequel il est, bon, la syntaxe n'est pas forcément évidente. Comme je vous dis, il faut savoir où commencent les phrases Alors, et où est-ce qu'elles s'arrêtent. Je vous oui, écoute. s'il vous plaît. Oui. Oui, ma petite objection, c'est que quand on traduit, quand on met le point, je veux dire, avant le head call, là, on dit fais bien tout ce que j'exige d'eux. Mais ça a quel sens, ça? Il ordonne à Moïse de bien faire ce qu'il exige d'eux. Ça me paraît pas très bon. Et moi, j'aurais plutôt mis le point avant l'etzot, c'est-à-dire euh, oh, pour leur ordonner tout le bien faire que j'exige d'eux. Alors effectivement, donc la remarque, je répète pour les autres, c'est de dire que ça n'a pas beaucoup de sens de dire de bien faire ce que j'exige d'eux. Et donc c'est plutôt que de bien faire ce que j'exige d'eux, c'est de faire bien et donc de le relier à ce qui précède les tzavot. C'est ça? Si j'ai bien compris. Oui, Alors, oui, oui. euh, bon, Et de ne pas interpréter le Ekim comme un impératif, quoi. Mais comme un. et le Etev ne serait pas un impératif. Alors, sauf qu'il y a quand même le Non. HR derrière. Euh, Oui. donc c'est difficile de ne pas lier. Vous avez Hetev, HR, quelque chose, Mehem. C'est là que ça paraît un peu Bah, oui, difficile de le séparer. Parce que oui, mais si on le rattache, on va pas commencer une phrase avec HR. non, mais je ne coupe pas entre les deux. Je veux dire, par exemple, donc, pour leur ordonner dans leurs oreilles, et akol, la totalité étive, euh, la totalité du bien faire que j'exige d'eux. Ah oui, donc pour leur ordonner à leurs oreilles la totalité du bien faire que j'exige d'eux.
Oui, alors comme je dis, on peut aussi faire une seule phrase. On peut faire une très grande phrase. Ça c'est possible aussi. Euh, euh, Bah, si ça- on met un point avant le latsot, ça fait pas une très très grande phrase, hein, alors avant le mettre un latsot. point avant les tsavot, euh, Les tsavot, pardon. ça c'est un peu non, ça c'est un peu problématique. Commencer une phrase par un infinitif construit précédé d'un lamed, non, ça on va pas commencer une phrase en Non? disant les Ok, d'accord. daber, non ça marche pas. Non, c'est très clair que les tsavot, il faut le lire à la suite de ce qui précède. Mais comme je disais, donc on peut Mhm. imaginer effectivement une longue phrase. Euh, Vetsivita, donc bah, c'est très pratique quand on a un VAV consécutif. Là, voilà, donc là, et tu ordonneras aux fils d'Israël les paroles de la Torah que j'ai été ordonné sur le mont Sinaï, afin de leur ordonner, euh, voilà, à leurs oreilles. Donc, alors, on pourrait s'arrêter là, hein, les Tsavototam, point, voilà. Bon, le Beoznehem, comme je vous disais, si vous regardez dans le texte biblique, vous l'avez assez souvent. Euh, et donc, euh, euh, comment dire, et à ce moment-là, euh, il vient en complément. Donc à ce moment-là, le Beoznehem, on l'imagine plutôt comme étant un renforcement. Euh, Parce que vous voyez, il y a par exemple dans Deutéronome 5.1, Asher Anochi Dover Beoznechem, Hayom, voilà. Donc tout ça, ça fait partie de la même phrase. Donc voilà, on peut discuter de la syntaxe et de savoir où ça commence, où ça s'arrête. La difficulté supplémentaire, comme on le dit, c'est que de toute façon, ici, on a un texte qui est reconstruit. Vous voyez, vous avez des crochets un peu partout. Donc, en fait, je vous avais montré visuellement à quoi ressemblaient les fragments. Vous avez plein de petits fragments. C'est un puzzle. Vous les mettez dans le sens que vous voulez. Les lacunes, évidemment, si vous bougez un peu, vous écartez plus ou moins les fragments, ça vous laisse plus ou moins de place. Donc, c'est un petit peu difficile. On est de toute façon dans une difficulté. Et je ne prétends pas du tout que la reconstruction de Milik soit la bonne, effectivement. Donc, on a un étudiant qui a je pense que c'est l'édition de Tirlar, de Garcia Martinez et Tirlar que vous avez, voilà, qui a repris ça et qui a une autre proposition. Kimron a fait aussi une édition et propose d'autres reconstructions dans la lacune. Donc je pense que c'est pas trop la peine qu'on s'attarde trop là-dessus, hein, puisque de toute façon, effectivement, on peut essayer de faire sens absolument de la reconstruction de Milik, mais on peut aussi se dire que Milik, sa reconstruction, elle est peut-être un peu bancale et qu'on pourrait faire mieux. Voilà. Juste, Bon. Oui. juste un tout petit point. Dans l'optique que j'ai choisie, ça oblige à considérer Ekim, pardon, c'est pas Ekim, c'est Étive, oui. Étève. Étif, pardon, Étif comme un infinitif. Et c'est pour ça au début que j'avais pris un infinitif Oui. construit au sens d'un infinitif et pas un impératif, quoi, hein, comme Oui, oui. Alors, au sens Étève, d'un. oui. Alors, Étève, dans les deux cas, ce sera un infinitif. Plutôt un infinitif absolu, parce qu'un infinitif construit, ça me paraît difficile d'avoir un infinitif construit Bah, alors, suivi de HR. Ou alors, on arrête la phrase, mais il faudrait commencer une nouvelle phrase avec HR. Et on pourrait avoir et HR. Ça, on peut imaginer d'avoir des phrases avec et HR en parce que début de phrase. juste d'un point de vue grammatical, qu'est-ce qui, en- si on considère que là on a un emploi nominal d'un infinitif construit, le Oui, faire alors bien, c'est un effectivement, nom si c'est-à-dire on qu'en veut fait, bien. le HR, à ce moment-là, il faut comprendre le HR comme introduisant le complément, on va dire, du C'est verbe. ça, c'est une relative Euh, dont l'antécédent est. oui, oui, donc en fait, il manquerait le et d'ailleurs. Mais oui, d'ailleurs, si on a le et, ça convient bien. Donc, on peut le lire comme un infinitif construit. De ce point de vue-là, je suis d'accord, on peut tout à fait le lire comme un infinitif construit. Voilà, si on préfère le lire comme ça, pourquoi pas. Un infinitif construit et ensuite le HR introduit, au lieu d'avoir le nom, comment dire, le fait d'agir bien telle chose, eh bien, cette telle chose, on la présente comme une proposition introduite par HR. Donc ça c'est tout à fait possible aussi.
Voilà. Bon, alors écoutez, il faut qu'on s'arrête parce que là, il va y avoir un autre cours. Mais on se retrouve très vite, puisqu'on a plusieurs séances comme ça qui arrivent en ce moment. Voilà. Donc moi, je vous retrouve plus tard. Je dois enchaîner aussi avec d'autres cours et même des oraux. Mais voilà, merci d'avoir assisté au cours ce matin. Bon travail à chacun et à très vite.